Au jour d'aujourd'hui, l'hypnose prend de plus en plus d'importance à travers les médias, à travers ce que les gens racontent ou la vivent en tant que patient. On aurait aimé savoir, à ton avis, comment et surtout est-ce que l'hypnose doit aujourd'hui se protéger de son propre succès? D'une part, la question est en deux parties. D'une part, au niveau des formations, parce qu'on voit qu'il y a des formations sérieuses et puis on voit des formations se développer qui laissent plutôt à désirer. Et comme la demande est forte, ça pourrait déraper éventuellement. Et la deuxième partie de la question, c'est par rapport au grand public qui est de plus en plus demandeur. Donc, qu'est-ce que l'hypnose peut finir par être victime de son succès et perdre de sa substance? Alors, l'hypnose se développe, c'est vrai, de façon considérable. Dans les deux secteurs qui sont envisageables pour nous, le secteur des thérapeutes et de la thérapie, et le secteur du grand public aussi. Dans les deux secteurs, on voit une grande demande. Le petit diplôme universitaire dont je m'occupe, nous offrons depuis 8 ans 20 places à des confrères qui sont uniquement des médecins et des psychologues, parce qu'on ne l'a pas ouvert à d'autres professions de santé, pour des raisons liées aux décisions de l'université. L'an dernier, nous avons eu 320 demandes pour 20 places. Cette année, pour la rentrée 2014, j'en suis déjà, alors que les ouvertures d'inscription ont commencé en janvier, j'en suis à 90 demandes. Donc nous ne sommes qu'au mois de février, le 17 février, je crois, aujourd'hui. Ça montre que dans le corps médical, il y a une énorme demande de la part de nos confrères médecins et psychologues. Et cette énorme demande, je la vois, moi, au niveau des demandes d'inscription, depuis 2 ans à peu près. Auparavant, bon, c'était une demande classique. Ce qui montre que l'information est passée auprès de nos confrères, et c'est nous, et on le doit à nous, aux publications que nous faisons régulièrement, tout le monde, dans l'hypnose et thérapie brève, mais aussi toutes les publications Medline qui sont de plus en plus nombreuses. Dans Medline, on arrive à 13 000 publications, ce qui est considérable pour un petit secteur comme l'hypnose. En plus, on voit dans le monde aussi des thérapies que l'hypnose, elle déborde d'autres champs. Par exemple, les thérapies cognitivo-comportementales, maintenant, la grande mode, c'est les thérapies cognitivo-comportementales humanistes. Qu'est-ce que la thérapie cognitivo-comportementale humaniste? C'est la thérapie cognitivo-comportementale classique. Tu feras ceci, tu feras cela, j'en ajuste ton comportement, mais je te donne le conseil, ferme les yeux, ressens ce que tu ressens et projette-toi dans cette action que tu es en train de faire. Je m'amuse en disant ça, je ne me moque pas du tout, mais ça montre que les TCC, ils ont compris que l'hypnose est indispensable, est au noyau et est au cœur de l'action thérapeutique. Et on voit aussi toutes les thérapies qui se développent, le mindfulness par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui au départ était une technique qui utilisait la méditation bouddhiste comme induction d'état de transe thérapeutique, et qui maintenant s'éloigne, s'il n'est plus obligatoire de commencer par la méditation bouddhiste, et on en revient à une hypnose classique, celle qu'on connaît nous depuis 30 ans. Ce qui montre que dans le champ de toutes ces thérapies assez nouvelles, eh bien, on retrouve au cœur cette hypnose, et cette hypnose ericksonienne dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette hypnose moderne, moderne dans le sens post-hypnose traditionnelle à la Bernheim ou à la Charcot. Ça, c'est sur le plan médical, je dirais. Maintenant, on voit donc que les thérapeutes et les thérapies semblent s'agréger autour du fait hypnotique. Reste le problème du grand public et des personnes qui s'intéressent au grand public. Là, je trouve qu'il y a un grand danger en ce moment, parce qu'on pensait, nous, depuis 30 ans, et on avait commencé avec Jean Gaudin, à lutter contre l'hypnose pour grand public, c'est-à-dire l'hypnose de théâtre et de musical, pour des raisons vraiment valables. À l'époque déjà, j'avais commencé à travailler en Russie, et en Russie, il y avait, au milieu des années 80, un hypnothérapeute, un médecin, qui est une excellente hypnose ericksonienne, le docteur Kashpirovski, qui tous les mercredis soirs faisait un grand show à la télévision, sur la chaîne, sur Первый Canal, le canal numéro 1 de la télé russe, qui à l'époque n'en possédait que 2, et tout le peuple russe regardait cela. Et ça a duré 6 mois. Et pendant 6 mois, il faisait ses séances en direct, et le lendemain, jeudi, eh bien, les hôpitaux psychiatriques se remplissaient dans toute la Russie, par toutes les personnes borderline
qui avait sans doute subi ce qu'on appelait à l'époque la dissociation et qui était rentré dans des délires ou dans des tentatives d'autolyse. Ce qui fait que ça a été interdit en Russie et l'hypnose de théâtre a été interdite en Russie. Cette émission a été interdite. Je vois que maintenant ça redémarre en Europe occidentale parce qu'on oublie un peu l'effet de l'histoire. Ça redémarre en France avec plusieurs hypnotiseurs. Il n'y a pas que celui qui se fait appeler Mesmer, mais il y en a d'autres qui relancent ça auprès du public. En Angleterre, j'ai appris ça il y a 3 jours par la télévision. Un hypnotiseur de théâtre lance une émission à la télévision pour traiter les petits faits de mal-être de la société. Et quels sont les petits faits de mal-être? Ce sont les anxiétés, les dépressions et les phobies qu'il traite en direct à la télévision. Ça a démarré ou ça va démarrer, eh bien on va repartir vers ce phénomène non contrôlé de personnes qui ne savent pas ce que c'est que la psychopathologie et qui vont entraîner une modification de l'état de conscience qui peut être bon pour quelques téléspectateurs, mais qui peut être très très mauvais pour d'autres téléspectateurs qui ne sont pas protégés. Et donc il y a un grand danger, je trouve, cette hypnose de théâtre présente un grand danger. Il y a un deuxième grand danger qui fait le lien entre le secteur thérapeutique et le secteur du spectacle, c'est qu'il y a des personnes qui sont comme nous, des psychologues ou des médecins, qui ont des responsabilités de formation et dans des organisations officielles, et qui sont tentés par la magie de l'hypnose de théâtre, par le côté induction rapide, induction directe, que nous connaissons tous, que toi tu connais en urgence et que nous pratiquons tous en urgence, et on n'a pas besoin d'introduire des hypnotiseurs de théâtre auprès de nos confrères pour leur faire croire que c'est par l'hypnose de théâtre qu'on aura ce pouvoir magique d'induire une transe de façon rapide. J'étais ce matin dans mon service de soins palliatifs, je n'ai aucune formation à l'hypnose de théâtre, mais lorsque les personnes sont en urgence, l'induction de transe se fait très facilement, je dirais avec les moyens ericksoniens de base, on y revient, et on n'a pas besoin des hypnotiseurs de théâtre. Et si on introduit les hypnotiseurs de théâtre dans nos formations, je trouve qu'on met en danger la qualité de nos formations, et on met en danger les personnes formées aussi, parce qu'on va leur redonner cette idée de pouvoir qui n'existe pas, et on mettra en danger aussi leurs patients qui sont en bout de chaîne. D'accord. Et d'après toi, comment mieux se protéger de tout ça? C'est en étant Comment s'en protéger? Alors, je pense qu'il faut être vigilant. Je ne sais pas si on peut vraiment s'en protéger. Je ne sais pas. Parce qu'on est dans un siècle où tous les verrous de protection explosent. On pourrait prendre des exemples dans beaucoup de professions. Ces pauvres chauffeurs de taxi, par exemple, à Paris, je ne sais pas si c'est la même chose en Bretagne, qui ont payé 140 000 à 200 000 euros leur droit d'entrer dans ce monde de chauffeurs de taxi, qui ont une formation sérieuse pendant une année, des cours vraiment redoutables. Voilà que grâce à la magie d'Internet, si je veux, je peux devenir chauffeur de taxi, je m'inscris sur Internet, je donne ma demande et je deviens finalement taxi libre, comme on parle, en quelques secondes. Et malgré ce qu'essaie de faire le gouvernement, on ne peut pas s'y opposer. Parce que c'est le loi un peu de Google, finalement, c'est Google qui est au bout de tout cela et qui régit ces sociétés de taxis parallèles. Et donc, je ne sais pas si on peut s'opposer à cela, parce que maintenant, l'hypnose, elle s'apprend là où on veut, elle s'apprend sur Internet, elle s'apprend très facilement. Donc, on a un rôle, je pense, d'information, mais je ne crois pas qu'on puisse compter sur la législation pour interdire cela. On nous traiterait aussitôt d'autoritaire, d'autoritarisme, de dictature, de défendre un précaré, peut-être, mais enfin on aurait nos raisons de défendre le précaré, mais je suis très pessimiste là-dessus, donc je pense que notre rôle est un rôle d'information. Après, je ne crois pas qu'on puisse avoir une action particulière, une action politique. Et puis il ne faut pas compter sur les médecins et les psychologues pour avoir des actions, parce que historiquement, moi je suis en fin de carrière et je vois depuis 40 ans, nous sommes tellement pris par notre travail, par nos patients, par ce qu'on essaie de faire, l'enseignement ou autre, on n'a pas le temps de s'agréger, de prendre le temps d'aller manifester ou de déclencher un lobby qui puisse lutter contre ça. Donc moi qui suis un optimiste de nature, sur ce plan-là, je serais plutôt pessimiste. D'accord. Alors pour rebondir sur ce dont tu parles dans la transmission de l'hypnose, il y a quelques jours, Jeffrey Zeg, quand on lui a posé une question plus personnelle qui était quel était son meilleur souvenir avec Milton Erickson,
Et il a dit en fait, c'est toutes les années que j'ai passées avec lui parce que j'ai appris l'hypnose parce qu'il appelait lui l'experiencing, c'est-à-dire vivre l'expérience. Et donc, est-ce que tu penses, parce que tu disais tout à l'heure que l'hypnose, on pouvait l'apprendre partout, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment l'apprendre partout? On peut la trouver partout, mais est-ce qu'on ne l'apprend pas vraiment que par l'expérience, justement? L'hypnose, comme je l'ai dit, on peut l'apprendre dans les bouquins, on peut l'apprendre en regardant sur YouTube, etc. Et pourtant, c'est vrai, la vraie hypnose, c'est-à-dire l'hypnose vraiment active, c'est-à-dire qui n'entraîne pas simplement une activation du processus, mais qui va plus loin, qui, une fois que le processus est activé, place des suggestions, des graines, ce que j'appelle les graines médicamenteuses, nos médicaments qui sont les mots, les métaphores, les suggestions, les allusions, les recadrages. Et là, ça demande une technique, je dirais presque une technique littéraire. Celle-là, on l'apprend au lit du patient, je dirais, avec le patient, avec l'expérience, bien sûr. Euh, et cependant, ça n'enlève pas quand même le danger dont on parlait tout à l'heure. Parce que les personnes qui l'apprennent en dehors du patient, après, ils vont se placer thérapeutes et ils vont avoir des patients. Mhm. Et comme ils ont appris une hypnose qui est une hypnose très personnelle, de pouvoir ou d'action particulière, ils ne vont pas regarder le patient. Ils ne vont pas apprendre à regarder le patient. N'oublions pas qu'Erickson, il disait aussi euh, Don't look at me, look at the patient. Et il avait tout à fait raison. Mais ces thérapeutes qui ont été mal formés, ils ne savent pas regarder le patient, ils ne savent pas écouter le patient. Parce que ça ne s'apprend justement, ce sont nos maîtres qui nous l'apprennent et qui nous forcent à le faire. Donc ces thérapeutes-là mettront le patient en danger. Et moi c'est vrai, j'ai appris l'hypnose chez Jean Gaudin, je l'avais apprise chez un docteur qui s'appelait docteur Cherchev au départ, mais c'était une hypnose très traditionnelle qui ne m'avait pas séduite. Après l'hypnose, je l'ai apprise en complément avec d'autres personnes qu'on a citées. Erickson, bien sûr, je ne l'ai pas connu. Ernest Rossi, Václavic surtout, qui m'a beaucoup influencé. Mais c'est surtout les patients, c'est la pratique quotidienne avec les patients qui m'a fait justement sortir finalement et aller un peu plus loin que cette hypnose ericksonienne. Je vais donner un exemple, par exemple. Jean Godin nous avait appris que Milton Erickson se plaçait de côté par rapport aux patients et finalement presque un peu de profil. Et au départ, on avait appris cette technique avec la raison valable que le regard n'était pas direct sur le patient, donc on n'avait pas la puissance du regard. Et en plus, le patient avait le regard libre, pouvait garder les yeux ouverts ou fermés, etc. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'en se plaçant comme cela avec les patients naturellement, un peu comme un tournesol attiré par le soleil, je m'excuse pour des métaphores qui est très narcissique, ils avaient tendance à tourner leur chaise vers nous. Alors nous, on reprenait la chaise, on dit non, 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 Erickson nous a dit, et Godin, appuyé par Godin, qu'il fallait que ça soit comme ça. Et un jour, on en a eu marre, on n'a plus tourné la chaise. Et là, on s'est rendu compte que lorsque le patient se mettait en face de nous, eh bien, on avait son visage dans sa totalité. Et là, on retrouvait un peu les théories d'Ekman sur l'importance de voir un visage avec les indices minimaux de transe au niveau du visage, au niveau du corps. Et on était plus en correspondance avec le patient. Et même, on lui a fait fermer les yeux, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fermant les yeux, en lui demandant de façon autoritaire de fermer les yeux, non pas garder les yeux ouverts ou fermés comme vous voulez, qui était une fausse liberté finalement, eh bien, le travail se faisait mieux. Et on sait maintenant qu'en fermant les yeux, tout de suite, on enclenche le phénomène de synesthésie, sur lequel les neuroscientifiques, dont je ne fais pas partie, mais je suis un pilleur de leurs travaux, publient depuis 2 ou 3 ans. Donc voilà des petites modifications, disons, qui se sont installées grâce aux patients, qui nous ont beaucoup appris de façon presque intuitive, parce qu'un patient, c'est une personne qui souffre et qui désire vraiment s'en sortir. Et elle a le besoin. Et naturellement, je dirais, elle se tournera dans la bonne direction pour cela. Et si nous savons l'observer, et moi ça fait maintenant plus de 30 ans que je les observe dans le domaine de l'hypnose, 40 ans dans le domaine de la médecine, eh bien ils nous apportent beaucoup et c'est eux qui font progresser notre technique. C'est eux qui ont fait progresser la technique d'Erickson. Car Erickson, n'oublions pas, il n'a pas eu d'un seul coup l'intuition de l'hypnose ericksonienne. D'ailleurs, ça l'aurait fait rire qu'on parle d'hypnose ericksonienne. Lorsqu'il a été formé par Leonard Clark Hull ou Hull, je ne sais pas comment on prononce, parce que moi, l'accent du sud-ouest, je n'ai pas l'accent américain, il a été formé à l'hypnose très traditionnelle. Et on le voit dans son film, le héros du désert, là, je ne sais pas quoi, qui vient de sortir, qui est un très très bon film de témoignage. Et il a su, grâce à l'observation des patients, sortir de cette hypnose que Leonard Clark lui a appris, qui était quand même très directive, pour aboutir à son hypnose-là. C'est pour ça que je dis que si Erickson était vivant 30 ans après, il
était là avec Clark Hull, il est arrivé là avec Erickson, et il serait maintenant là, c'est-à-dire là où nous, ses élèves, on continue à faire progresser sa vision d'une hypnose de plus en plus adaptée aux patients.